Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Les Deux Gars d'AdWord. Chaque semaine, nous retrouvons nos deux experts qui s'affrontent pour déterminer qui dominera le monde de Google Ads. D'un côté, Jason Keenan, le magicien du 514 qui transforme les mots-clés en or. Et de l'autre, Francis Davio, le stratège du 418 qui bâtit des campagnes aussi solides que les remparts de la ville de Québec. Est-ce que ce sera la finesse de Montréal ou la stratégie de Québec qui triomphera? Restez à l'écoute pour un débat aussi instructif qu'excitant. C'est parti pour les deux gars d'AdWord et que le meilleur gagne. Hey, salut Jason, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va super bien, merci. Cette semaine, on commence à avoir des invités. Yeah! Ceux qui nous écoutent, on a un invité stand-by pour ceux qui nous regardent présentement, vous le voyez déjà. On va se parler d'un sujet qui est, comment je pourrais dire ça, qui est souvent abstrait, qui est souvent, on sait qu'on en a besoin, c'est présent, mais la plupart des gens, moi le premier, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est exactement, même si on en a besoin. On va parler d'expérience utilisateur. Nos publicités, quand on amène du trafic sur nos sites web, ben, il se passe quelque chose après la publicité. Et c'est là qu'entrent en scène des gens comme notre invité, Charles-Éric, qui est un expert UX. Bienvenue premièrement, Charles-Éric. Merci, super content d'être là, puis faire partie de cette émission-là, ce podcast-là, pour la première fois. Fait que je suis super heureux d'être là. Merci de m'avoir invité, puis très excité. J'ai tendance à être passionné de justement du domaine du UX, comme on dit, comme on appelle l'expérience utilisateur. Fait que très hâte de jaser de ça avec vous autres, puis de voir lequel de vous deux va dominer avec sa compréhension du UX. Vu qu'on est dans la même équipe, Charles-Éric, du 418, moi je pense que c'est moi qui vais comprendre mieux, mais bon. On a un avantage quand même. Rentrons dans le vif du sujet dans ce cas-là. Charles-Éric, dans ta signature pour ceux qui nous regardent, c'est écrit consultant CRO et UX. Explique-nous, ça veut dire quoi ces choses-là? Yes! J'ai bien aimé ton introduction, Francis, quand on parle de la publicité, puis après ça, tout ce qui se passe par la suite, en fait, puis qui rentre dans l'UX. Puis la publicité, à la limite, rentre là-dedans aussi parce que si c'est pas cohérent à partir de la publicité versus qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté, ben l'expérience va être non cohérente. On parle d'expérience utilisateur, justement, puis bon, on sait que ça va moins bien convertir. Fait que les deux termes, justement, CRO, en anglais, c'est l'optimisation de la conversion, grosso modo. Que ce soit une conversion qu'on veut aller vendre, qu'on veut vendre des choses, donc on veut convertir son client. Ou ça peut être aussi rentrer dans un programme, dans une formation, ça peut être même convertir vers quelque chose de gratuit aussi. Donc, peu importe c'est quoi l'objectif, là. Optimiser la conversion selon notre objectif. Puis c'est pour ça que je mélange ça avec le UX. J'étais designer UX, stratège UX aussi. Donc, j'ai aidé les entreprises à optimiser en fait le flow de l'utilisateur à travers leur site web, leurs produits, les SaaS par exemple, ou justement, des fois c'est des sites web transactionnels, donc e-commerce. Donc, à regarder chacune des étapes, puis comment on peut faire pour que l'utilisateur, lui, ça coule pour lui, puis qu'il se rende à l'objectif qu'on a en commun, qui est la conversion. Puis souvent, est-ce que on parle plus de visuellement, porter à faire passer les gens à travers d'un certain entonnoir, ou c'est plus que visuel? Oui, beaucoup plus que visuel, en fait. J'aime ça, j'adore ta question parce que je trouve qu'il y a un contraste des fois, puis des fois on met beaucoup d'importance au visuel, puis il y en a. Mais par contre, j'aime l'exposer comme ça, c'est que le visuel, au début, c'est un peu comme la séduction. C'est un peu comme dans un conseil de séduction. Au début, ça va t'attirer. Ça va te donner envie d'aller voir, d'aller t'intéresser à la personne dans le cadre de séduction. C'est la même chose. En fait, le visuel va vraiment donner un intérêt. Puis aussi, ça agrémente aussi la relation avec la personne aussi au fil du temps. Le visuel qui est agréable, en général, les gens, on aime ça. Puis, c'est agréable tout le long de notre relation ensemble. Par contre, si c'est visuel très, très, très attirant et qu'après ça, on se rend compte que ce qu'il y a en arrière du visuel, donc finalement au day-to-day, comme on dit, que là, c'est moins agréable parce qu'il y a des frictions, ça coule pas, etc. Là, on commence à parler plus de l'expérience utilisateur en arrière, vraiment plus
dans la logique de comment les choses ont été pensées. Dans quel ordre les choses sont faites, est-ce que les choses sont faciles à trouver, les actions que je veux faire, les informations, est-ce qu'elles sont faciles à trouver ou pas, donc toutes ces choses-là. Mais quand c'est moins le fun, puis que c'est juste de la belle peinture, disons, ou c'est plus de la belle peinture sur quelque chose de rouillé de l'autre côté, comme on peut dire, ben c'est là que le visuel perd sa valeur, si on veut. Fait que c'est bon au début, ça va être le fun tout le long, sauf que rapidement, tu veux t'assurer que c'est pas juste de la peinture sur la route, tu veux t'assurer qu'en arrière, il y a une belle logique, ça a été bien pensé, puis que ça a été pensé en fonction de ce que l'utilisateur il a besoin, ses réflexions, ses objections, les douleurs qu'il vit, comment tu les règles. On vient vraiment mettre l'usager de l'avant plutôt que qu'est-ce que la personne qui a peut-être créé un site web ou créé un e-commerce pourrait penser. Des fois, tu as différentes idées. La meilleure analogie que j'ai trouvée à un moment donné, c'est peut-être que un DJ à la radio, ça ne joue pas la musique que lui aime, ça joue de la musique que les autres veulent entendre. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que des fois, quand tu pars un site web, t'es comme un veil devant toi. Tu sais pas certain exactement ce que les usagers vont se comporter. Ouais. Dans ce cas-ci, tu pourrais expliquer un peu l'histoire du client à travers de différentes étapes, venir le représenter sur texte et sur image, etc. Exact. Une fin, hein. Oui, c'est ça, exact. Puis tu as raison, si tu le connais pas, si tu n'as jamais parlé avec, c'est hyper difficile de créer une expérience qui est cohérente pour cette personne-là, puis qui va être vraiment personnalisée pour le type de personne qu'il est, et les besoins qu'il y a. Fait que c'est souvent un piège, en fait, qu'on voit, c'est on n'a pas de contact assez récurrent, assez fréquent, on pose pas les bonnes questions non plus, des fois. On va pas chercher assez profondément c'est quoi le besoin qu'en arrière, ces choses-là. Donc, parce qu'une fois qu'on a une belle connaissance de ces gens-là, puis qu'on commence à avoir vraiment un bon lien, on les connaît bien, on sait c'est quoi qu'ils vivent, on sait comment ça se passe, bien, c'est beaucoup plus facile après ça de l'autre côté d'aller faire une expérience qui est cohérente, de savoir dans quelle étape ce type d'individu-là aime faire les choses dans son objectif, dans la job qu'il veut réaliser. C'est quoi la suite d'étapes que lui qui est naturel pour lui? Puis on ne le sait pas tant qu'on n'a pas parlé. J'ai posé la question à un moment donné dans une présentation que j'ai faite. J'ai dit, moi, admettons que vous créez un logiciel aujourd'hui ou un site web, on va dire un site web. Vous créez un site web aujourd'hui qui est fait pour les UX designers comme moi, OK? Puis dans ce site web-là, ben, ça m'aide à moi à faire, exemple, disons que c'est une application qui me permet de faire un site web, moi. Okay? Moi, je suis un designer web. Votre application doit m'aider, moi, à faire un design web. Ce serait quoi les étapes? Puis je vous la pose pour le plaisir. Ce serait quoi les étapes que je devrais passer à travers les interfaces de ce logiciel-là pour que moi, dans mon contexte professionnel, je sois capable de sortir avec un super bon site web, selon vous? Juste sortez-moi les étapes, allez-y pour le fun. C'est une question piège en un sens, fait que laissez-vous aller. Mais je vous la pose pour le fun. Hein. Puis à vous aussi, là, ceux qui écoutent. C'est quoi les étapes qu'on devrait avoir dans un site web pour... Juste pour répéter ça. Oui, dans une application. Tu désignes une application pour moi. Moi, je suis ta clientèle cible. Fait que moi, je vais utiliser ton application. Puis c'est une application de design de site web. Donc, ça me permet à moi de designer des sites web. OK? Fait que ça serait quoi les étapes à travers lesquelles ton application me ferait passer, moi, pour suivre mon processus cognitif à moi en tant que designer web pour arriver avec un bon site web de l'autre côté, par exemple? Tabarnouche, ça, c'est une bonne question. Ouais. Les premières étapes, il va y avoir un questionnaire, c'est sûr. J'imagine, pour comprendre c'est quoi tes besoins. Ensuite, c'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu veux faire? Ton message, c'est quoi l'appel à l'action? Qu'est-ce qui se passe après l'action? Genre. Ça serait un genre de flow. Il doit manquer bien des étapes. Caroline, j'ai hâte de me faire coincer dans le coin. C'est ça, la game. Jason, aurais-tu un guess? Aurais-tu quelque chose que tu aurais envie de rajouter ou de faire différemment? Écoute, j'aurais même pas pensé au questionnaire, honnêtement, parce que j'essaie de penser aux expériences que j'ai eues avec les outils que j'utilise déjà. J'en ai fait beaucoup, justement, des affaires pour faire des sites web. Moi, j'ai atterri sur Elementor, que j'aime bien, mais c'est pas, je sais pas si je pourrais dire que c'est user-friendly dans le sens que c'est simple à utiliser. Des fois, de faire des choses qui sont simples, c'est très complexe. Un gars du 418, c'est pas simple. Mais j'essaie de penser qu'est-ce qui m'a attiré à ça visuellement, mais je sais pas. Ouais. Dis-moi là. Ouais, c'est bon. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, si je m'amuse, tu sais, puis là, je m'amuse avec ce que Francis m'a donné, ben, tu sais,
il va y avoir une partie où est-ce que tu n'as peut-être pas traité, tu n'as peut-être pas parlé là, justement, puis tu n'as peut-être pas pensé, qui est l'inspiration. Il y a une étape d'inspiration qui est inhérente au travail à un moment donné. Ça peut être par section, ça peut être pour la page. Fait que si tu étais capable dans ton logiciel de me permettre d'avoir une inspiration, d'aller voir des sites comparatifs à ce que moi je veux au départ, après ça, d'être capable d'amener ça dans mon design, peut-être y aller par section aussi, cette section-là n'est pas à mon goût. C'est quoi les inspirations que j'ai? Fait que tu sais, comment je la fais mon inspiration, là, on pourrait aller encore plus loin pour dire ça va être quoi les settings que tu vas pouvoir me faire ou les actions que tout ça. Tu sais, ce que je vais faire ressortir en réalité, c'est que tant que tu ne connais pas moi, tu sais, un UX designer, tant que tu n'en as pas parlé à plusieurs, tu ne peux pas les connaître, ces étapes-là. Tu peux pas les savoir exactement. Il va y avoir des trous dans tes idées. Ça ne sera peut-être pas dans le bon ordre. Tu sais, peut-être que tu aurais pensé l'inspiration au début, à la fin, whatever, mais c'est pas nécessairement ça. En général, c'est fait d'une façon X. Fait que c'est ça un peu. C'est ça que je voulais imaginer avec ce petit exercice-là. C'est que tant que tu ne connais pas la personne et son schéma mental à elle, tu n'es pas capable de le représenter et de connaître vraiment son quotidien, c'est difficile. Fait que ça commence par de la recherche quelque part. Clairement, intéressant. Puis, tu sais, je peux faire un parallèle avec ce que nous, on fait. Souvent, quand on rencontre un client pour la première fois, puis on lui demande sur quel mot-clé il voudrait miser, ben, il va miser sur des mots que lui pense être les bons, mais il ne pense pas comment est-ce que ses clients, lui, réfléchissent, comment est-ce que ses clients parlent. Fait que toi, c'est un peu la même job que tu vas faire. C'est moi, j'ai vu telle chose et j'ai l'impression que c'est la meilleure chose du monde. Là, toi, tu vas me dire, hey, attends un peu, là. Tes clients, eux autres, c'est pas ça qu'ils veulent pantoute. Exact. Puis, si tu arrives avec tel, ou est-ce que tu vas même juste dans le langage qui est utilisé, comment est-ce qu'on va positionner des titres, qu'est-ce qu'il dit ou ce que c'est dit, ouais. Ben oui, 100%. Plus tu es capable d'aller là dans le langage que la personne utilise, c'est clé parce que quelque part plus l'expérience va être personnalisée, puis la personne va avoir l'impression que c'est fait pour elle, puis mieux ton expérience va être. C'est un rule of thumb, si on veut. Fait que c'est sûr, si tu n'utilises pas des mots que la personne utilise, il y a un petit clash, une incohérence qu'on pourrait dire. Là, à force de les empiler, ces incohérences-là, ben c'est là qu'à un moment donné, la personne décroche. Ça finit que ça ne marche plus. Ouais. Effectivement. Mais c'est vraiment, tu sors l'entrepreneur, tu sais, souvent on va tomber en amour avec notre produit, ce qui est une erreur parce que là, on s'est créé une page, un site web ou un produit qui répond à nos besoins à nous, mais pas aux besoins de la clientèle. Mm-hmm. Toi, tu nous sors un peu de là puis tu nous fais voir les choses autrement. Est-ce que tu veux que ta business ça marche ou tu vas avoir un beau site web qui te plaît à toi? Exact, 100%. C'est les conversations que j'ai eues toute ma carrière avec des clients. Une conversation que j'ai eu récurremment avec des clients, justement, d'amener justement ce niveau-là actuellement. Puis c'est ça l'affaire. À un moment donné, tu viens qu'à être plus en amour avec les données. L'utilisateur, il y a plus d'utilisateurs qui ont passé à la prochaine étape. Hey, ça, c'est le fun. Ça veut dire que je réponds encore mieux, dans le fond, dans cette étape-ci, à ses besoins. Je ne sais pas si ça coupe de votre bord, ça comme skip un peu. Okay. C'est bon. Ouais, je réponds mieux à ses besoins. Yes! Puis là, prochaine étape. Que la couleur, puis c'est ça, des fois, quand on a des conversations, à travers ma carrière, j'ai des conversations, des fois, le bouton devrait-tu être bleu ou, tu sais, une conversation un petit peu de ça. Mais, tu sais, c'est pas que c'est des mauvaises conversations, parce que ça peut avoir un impact, puis ça en a des fois. Sauf que l'impact que ça va avoir, comparé à l'impact de aller chercher un message qui est encore plus aligné avec l'utilisateur, aller chercher vraiment qu'est-ce que lui veut atteindre, puis mettre ça de l'avant, tu sais, le faire shiner, en fait, le résultat que lui veut, puis de montrer qu'on est les meilleurs pour le faire. Ça va faire bouger l'aiguille beaucoup plus que le bouton. Le bouton, ça va être plus tard. Une fois que tu vas avoir atteint ce niveau-là, là, tu vas pouvoir aller jouer sur des éléments comme ça. Des fois, on fait l'inverse. Des fois, on va travailler sur des petits éléments pour aller chercher des petits gains, etc. Puis à un moment donné, à force de créer la confiance avec les clients, etc., ben là, on est capable d'aller faire un plus gros projet. Donc, ça peut arriver aussi. Mais c'est ça. Quand on est capable de sauter dans le vif du sujet, dans le message, dans l'offre, dans les upsells, dans ces affaires-là, qu'on est capable d'offrir, de changer en fait le tunnel, l'améliorer, le bonifier, puis c'est là qu'on va avoir des plus gros gains, à mon avis. C'est quoi ton processus de recherche, justement, pour identifier les utilisateurs? Est-ce que tu travailles avec des personas? Est-ce que tu travailles Comment tu fais pour vraiment les bien identifier? Parce que, clairement, des fois, les entrepreneurs ne savent pas comment le faire. Toi, tu rentres, tu viens le faire pour eux. Je serais curieux de savoir ton processus. Ouais.
Ben, j'aime, mettons, je vais donner le processus le plus simple parce que à quelque part, on a tendance souvent dans à peu près n'importe quoi de faire ça trop gros, mais on n'est pas la plupart d'entre nous, j'imagine, là, on n'est pas des grosses corporations qui ont une équipe de recherche qui font ça. Fait que j'aime revenir comme à la base. Si tu as une base à faire pour de la recherche, pour faire ce que tu viens de dire là, ben, tu vas parler à tes clients, puis tu vas juste leur demander sans cesse pourquoi ils font les choses. C'est qu'ils te racontent comment ça se passe, premièrement. Donc, raconte-moi la dernière fois que tu as fait X. Raconte-moi la dernière fois que tu as fait Y. Tu sais, dans le fond, en lien avec ce que moi j'offre, ou etc. Puis, juste, c'est de m'intéresser à, mais qu'est-ce qui a motivé? Donc, c'est une façon de dire pourquoi. Qu'est-ce qui a motivé que tu le fasses comme ça plutôt que comme ça? Qu'est-ce qui a motivé que tu as fait ça cette journée-là? Pourquoi tu es allé faire ça, tandis que ça allait bien dans ta vie, tu sais? Fait que de poser sans arrêt des pourquoi comme ça va venir, tu vas finir par comprendre en arrière, tu vas noter tout ce que la personne va te dire. Ah, à cause de telle chose, tu vas le noter. Tu vas le noter, tu vas le noter. Ça va te faire une banque de raisons, d'opportunités, en fait, que toi, tu peux aller saisir avec ton produit, peu importe, puis d'aller optimiser ça. Ah, tu vois, cette personne-là, elle vit tel problème. Puis là, tu vas en parler avec un deuxième. Puis là, quand tu vas en parler à peu près à 5, 10, même pas besoin de te rendre à 10, 3, 5. Rendu à 5, là, habituellement, tu as une bonne idée. Il y a des choses qui viennent récurrentes. Ben, tu les prends, puis c'est ça que tu attaques. Fait que, ça va te permettre de créer, OK, ben, mon persona, clairement, voici les caractéristiques récurrentes que j'ai vues dans mes clients, c'est ça. Voici les besoins récurrents que j'ai vus, voici les douleurs récurrentes que j'ai vues. Tu crées un persona, puis tu le fais évoluer au fil du temps à force de rencontrer des nouveaux clients ou des gens externes qui seraient des clients potentiels qui fit avec ces personnes-là. Fait que, tu vas te créer, dans le fond, cette map-là de c'est qui cette personne-là. À force de jaser puis de vraiment juste s'intéresser profondément à la personne et à ce qu'elle vit. Dans le contexte de ta business, évidemment. Si tu l'aides en affaires, ben, tu peux lui poser des questions sur sa vie personnelle, sauf que ça va être peut-être moins direct. Peut-être que ça peut sortir des opportunités aussi, mais voilà. Ouais. Génial. Génial. Puis, j'aimerais ça que tu me parles un peu, parce que tu m'as fait vivre un peu l'expérience d'être un testeur de logiciels. Exact. C'est quoi le processus derrière? Parce que moi, ça me fascinait d'un, tu me laisses aller, puis en même temps, je fais pas grand-chose, puis tu me dis, waouh, tu m'as donné plein d'informations, mais c'est quoi? Comment est-ce que tu observes justement là, le processus? Yes. Dans le fond, ce que je viens de parler de Jason, c'est super le fun. Ce que je viens de parler avec Jason, c'est une partie plus de qu'on appelle découverte. Donc, on va aller découvrir les opportunités. Fait que ça, c'est des conversations que tu peux avoir tout le temps. Tu es dans un congrès, tu parles avec quelqu'un qui est de ta clientèle cible, tu peux faire de la découverte. Tu peux le faire tout le temps. C'est de découvrir les opportunités que tu peux attaquer. Donc, ce que j'ai fait avec toi la dernière fois, c'est qu'on avait une interface à améliorer, puis je voulais voir dans ton contexte, parce que tu fitais avec la clientèle cible, tu correspondais à la clientèle cible que nous, on visait avec cette application-là. Fait que je voulais voir une personne comme toi, comme je t'ai fait faire tantôt un petit peu avec le UX tantôt, une personne comme toi, quand elle embarque dans ce logiciel-là, puis qu'elle veut atteindre tel objectif. Parce que moi, je t'avais dit c'est quoi l'objectif que je voulais te voir aller. Parce qu'il y a un flow utilisateur, en fait, que je voulais optimiser pour répondre à ce besoin-là, pour accomplir cette job-là, qu'on pourrait dire. Fait que je t'ai dit, fais cette job-là dans ce logiciel-là, puis je t'ai observé. Puis là, j'ai vu, puis je te faisais parler tout haut pour voir qu'est-ce que tu te dis en ce moment. Qu'est-ce qui ressort? C'est quoi les questions que tu te poses? C'est ça que je voulais faire ressortir. Fait que c'est pas très long que tu vois la personne qui se promène dans l'interface un peu partout. Là, rapidement, tu te dis, elle est en train de chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu cherches? OK, ben telle affaire. Je cherche telle chose. OK, ben là, moi, je l'écris parce que je viens de voir que tel élément, exemple, tel lien ou tel bouton, n'est pas visuel dans l'interface assez pour atteindre cet objectif-là dans le contexte actuel. Tu sais. Fait que je vais noter ça. Puis là, j'ai avancé de même. Fait que juste t'entendre penser, je vois tes craintes. Des fois, hey, mais là, il y a un message d'erreur qui arrive. Là, tu sais, j'ai une crainte. Crainte à cause du message d'erreur. Le message d'erreur n'est pas clair. Il ne donne pas des indications sur comment régler le problème. Pour ça, il y a de l'anxiété. Il crée de l'anxiété là, en ce moment dans notre interface. J'avance comme ça, puis je suis capable de cartographier ton expérience à travers ce flow-là. Donc, quand c'est vraiment le fun, je le vois dans tes yeux, etc. OK, là, il a vraiment trouvé ça cool. Puis quand c'est vraiment pas le fun, puis tu cherches beaucoup, ben, tu sais, je suis capable de dire, ouais, là, c'était moins le fun, il a vraiment cherché. Ce qui était le fun avec toi, parenthèse, c'est qu'à un moment donné, j'ai rajouté, parce que moi, je me crée un flow, un modèle, disons, d'avance sur le flow que je m'attends que la personne fasse. Puis, ben, ça a rajouté des étapes parce que tu cherchais quelque chose. Là, ça a rajouté des étapes parce que tu cherchais à avoir une information que tu n'arrivais pas à trouver.
Fait que moi, dans ma cartographie, je vois des étapes que ça a rajouté, puis c'est le fun quand tu vois ça, parce que tu dis, wow, on pensait que le flow, c'était X, Y, Z, mais finalement, il y a des K, des J, il y a d'autres étapes qui sont rajoutées qui ne sont pas nécessaires si on rend notre produit vraiment spécifique à ton besoin, puis qu'on règle les incertitudes, puis ces affaires-là au travail. Fait que c'est ça que ça fait. C'est Si intéressant. tu avais fait un test dans le 5.1.4, tu aurais enlevé des étapes. Ça aurait été super facile. C'est pour ça que je ne vais pas là. J'ai besoin, moi, d'avoir du jus puis qu'on justifie ma job un peu. J'ai besoin d'avoir du monde moins brillant un peu pour être sûr de ton coup. Là, c'est super la fois qu'on travaille actuellement. Là, je suis vraiment sur cette interface-là. Puis ça nous a donné. On l'a fait avec toi, on l'a fait avec d'autres aussi, des gens dans le domaine. Puis ça fait toute une différence. Là, L'interface va être énormément plus adaptée à votre quotidien, à votre façon de penser, à ce que vous cherchez. Puis l'affaire, c'est que moi, je ne suis pas un expert dans ton domaine. Je ne suis pas un expert dans le domaine de tous les logiciels et les compagnies que j'accompagne. Fait que je ne peux pas, moi, arriver et donner des recommandations. Je vais en donner parce que je suis capable de donner les bases puis les bonnes pratiques. Puis je suis capable de voir quand un flow, des affaires qui ne sont pas compréhensibles parce que j'arrive dans un domaine de l'externe. Mais par contre, quand j'arrive dans les contextes professionnels, où est-ce que c'est quoi sa façon de penser, c'est quoi ses étapes à elle, cette personne-là, dans les professionnels comme elle, c'est là que là, je peux pas jouer ce rôle-là. J'ai besoin de me faire nourrir, de me faire comprendre vraiment mieux comment vous pensez, comment vous interagissez. C'est intéressant. Ouais. Mis à part ces observations-là que tu viens de nous parler, est-ce que tu utilises des outils pour mesurer? J'imagine que tu dois faire des tests A/B, j'imagine, pour certains trucs. Oui, des tests A/B, des analytics, c'est toutes des choses qui peuvent nourrir en fait les assumptions qu'on va faire. Sur une assumption, on va aller regarder les analytics, exemple, pour dire on pense que les utilisateurs ils font cette action-là la majorité du temps. On va aller voir les analytics et on va dire on vient de confirmer notre hypothèse. Parce que des fois, si cette action-là, les gens la font presque pas, on est peut-être mieux de l'enlever. Fait qu'on va être capable d'optimiser. Ou l'inverse, si les gens font une action versus une autre, qu'on ne sait pas laquelle des deux qui font avant l'autre, on est capable avec les analytics aussi de dire ils font 80% du temps cette action-là avant l'autre. OK, mais à ce moment-là, on peut optimiser notre flow pour la faire carrément de cette façon-là. C'est cool. Ouais. OK. Tu utilises-tu des outils comme Hotjar ou Clarity? Ouais. Okay. C'est vraiment le fun. Je te dirais le MVP, ceux qui connaissent un peu, c'est-à-dire le minimum, mettons, d'outils là, que je combine ensemble, que j'aime combiner ensemble pour vraiment avoir une idée de ce qu'on fait et être capable d'optimiser assez facilement là, par rapport aux analytics. Je te dirais, c'est d'avoir des tunnels dans un Hotjar ou un Google Analytics avec les étapes spécifiques à travers lesquelles on veut que nos utilisateurs passent. Donc, si on a ça, on voit à quel endroit que les gens quittent, à quel endroit que les gens passent facilement, puis on est capable de cibler les endroits où est-ce qu'on est plus faible dans notre funnel, si on veut, dans notre tunnel, puis aller cibler nos optimisations-là. Fait que ça, tu l'as dans un Hotjar, par exemple, tu l'as dans Google Analytics aussi. Ça, combiné aux enregistrements dans Hotjar ou dans Clarity, c'est super le fun parce que là, une fois que tu vois que c'est ça, ben là, tu vas être intéressé à OK, ben parfait, je vais regarder cette étape-là, puis je vais essayer de tirer des hypothèses sur qu'est-ce qui fait que les gens ne vont pas de l'avant, selon leur comportement. Puis je vais les regarder interagir, puis je vais voir, ils descendent dans la page, ils remontent, ils tournent autour d'un bouton, ils vont pas. Pourquoi ils vont pas sur le bouton? Fait que là, je vais commencer à me poser des questions comme ça, que je vais, là, après ça, savoir, parfait. Si je suis capable de comprendre pourquoi ils le font pas, ben là, je vais être capable d'optimiser mon interface pour avoir plus de gens qui passent à la prochaine étape. C'est là que je vais aller en recherche utilisateur pour aller comprendre de pourquoi les gens ne le font pas. Je vais les mettre devant cette interface-là, puis je vais les faire penser tout haut comme j'ai fait avec Francis, puis je vais voir qu'est-ce qui est dans leur chemin, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui pourrait les faire passer à la suite. Très cool. Peux-tu juste expliquer rapidement pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Hotjar puis Microsoft Clarity? Qu'est-ce que ça fait exactement? Nous, on a tendance à penser que tout le monde le sait, mais là, on va faire un peu des UX de nous autres mêmes. Exact, très fort. Oui. Ouais, c'est ça. Hotjar, c'est une espèce d'outil d'analytics qui a différents rapports dedans.
Mais grosso modo, ce qu'on a parlé là, c'est beaucoup c'est des enregistrements. Donc, on peut enregistrer une session. Donc, on voit notre site web, par exemple, puis c'est enregistré, puis on voit la souris de la personne, puis on voit descendre, on voit son comportement, c'est anonyme. On ne sait pas c'est qui cette personne-là, mais on sait que c'est un utilisateur qui est venu sur une page X qu'on a décidé de mesurer, puis on la voit interagir. Fait qu'on peut passer d'un enregistrement à l'autre, puis commencer à tirer des hypothèses. J'allais dire des conclusions, mais plus des hypothèses, dans le fond, sur qu'est-ce qui fait. Fait que c'est ça, ProJar. Clarity, c'est la même chose, c'est par Microsoft et c'est gratuit, le Clarity, si je ne me trompe pas, versus Hotjar qui a une version payante. Fait que c'est à peu près la même chose, mais en version gratuite. Super. Yes. Puis en fait, pour l'installer juste rapidement, mais tu prends un code, normalement, tu prends un code que tu vas aller mettre sur ta page ou sur ton site, en fait, là, puis ça permet de faire la connexion entre le soft puis ton site. Super utile. Moi aussi, c'est le genre d'outils que j'utilise moi aussi quand je comprends pas. J'ai une pub, puis je comprends pas pourquoi le monde achète jamais. La plupart du temps, juste en le voyant. Mais moi, je ne vais pas aussi loin que toi, évidemment, là, mais juste le fait de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, ça nous donne des bons indices la plupart du temps. Ouais, bon, tout à fait. Puis est-ce que tu pourrais intervenir même plus haut de notre point de vue pour nous aider à dire ben tes annonces sont pas cohérentes avec ton offre ou change tel mot ou y a-t-il quelque chose que tu peux faire de ce côté-là aussi? Oui, 100%. Si tu veux analyser ça, si mettons je prends un peu de thinking puis la façon de penser puis j'essaie de te la digérer rapidement pour que vous soyez capable, tout le monde qui écoute, dans le fond, de commencer à le faire avec vos softwares, vos sites web, etc., vos ads, vos publicités. Regarde ta publicité, puis c'est quoi la promesse qui est marquée dedans. Qu'est-ce que tu promets qu'il va y avoir de l'autre côté. Puis regarde si de l'autre côté, tu livres cette promesse-là, déjà à la base. Fait que souvent, ça, il y a un petit décalage. Ou des fois, la promesse n'est peut-être pas à cette étape-là, elle est à une autre étape, mais la personne, elle, si elle ne la voit pas à la première étape, elle n'ira peut-être pas à ta prochaine étape. Fait qu'il faut absolument que tu lises sur ta promesse le plus rapidement possible. Fait que c'est vraiment de regarder les étapes comme ça, à quel point on livre sur notre promesse à chaque fois, puis l'utilisateur, lui, il continue. Puis si tu prends un regard externe, puis tu regardes ta publicité, puis tu passes à la prochaine étape, toutes les pensées qui peuvent te venir, les objections qui peuvent te venir au fur et à mesure que tu réfléchis, note-les. Note les objections. Hey, il y a telle objection. Il m'a promis un 50% de rabais, j'arrive dans la page, puis je vois juste des 15%. Oh, il y a une objection. Peut-être que c'est un mensonge. Hey, c'est pas cohérent. Tu me suis? Note-le. Parce que quelque part, tu n'es pas en train de livrer sur ta promesse, par exemple. Fait que comment tu peux faire? Après ça, tu peux appliquer des stratégies, des filtres. Bon, là, je suis en e-commerce, mais je donne un exemple concret. Pour livrer sur cette promesse-là que tu as faite de l'autre côté, par exemple. Nice. Super. Ouais. J'ai une dernière question, peut-être pour terminer le podcast. Est-ce que tu as des idées des tendances émergentes dans le UX? Oui, là. Tendances émergentes. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Je te dirais que les tendances que je vois, parce qu'il y a du UX, mais le Conversion Rate Optimization, le CRO, là, que j'ai marqué en bas, dans le fond, l'optimisation du taux de conversion, disons que c'est un niveau de UX un peu différent, sur lequel je m'intéresse de plus en plus, en fait, là, dans les dernières années. Là, c'est plus vers ça parce qu'on tombe plus dans le concret et dans le côté business. Là. Dans le design UX, tu as toujours des tendances, des tendances plus visuelles, qui est souvent plus l'interface en bout de ligne. Ouais. Puis ça, dans le fond, ça varie aux X années. Les tendances sortent régulièrement, ça change un petit peu. Comme là, on voit ça dépend de ton domaine. Tu vas avoir des sites web, tu vas avoir des applications web. Les applications web, on voit beaucoup de petits coins ronds, les boutons arrondis, ces genres de choses-là. On voit beaucoup j'allais dire en anglais, j'ai beaucoup de termes anglais, des ombrages un peu plus. Il y a différentes choses comme ça, des ombrages un peu plus diffusés, mais un petit peu moins prononcés. Des choses comme ça qui évoluent un petit peu tout le temps. Mais sinon, du côté UX, je
je te dirais il y a beaucoup dans la recherche. La recherche se précise, les méthodes de recherche, les façons de faciliter ça, donc qui se précisent beaucoup. Mais l'UX ça reste pas mal, comment je te dirais, c'est une psychologie, c'est la psychologie. Donc ça c'est l'être humain. L'être humain, oui, il change, mais il reste des fondements de base qui nous suivent, puis qui nous suivent depuis des milliers d'années. Fait que le UX est collé beaucoup là-dessus. Là. Fait que, à part, c'est beaucoup plus en recherche, je te dirais, par rapport au UX. Mm-hmm. Sinon, dans l'optimisation de taux de conversion, ben, c'est beaucoup dans les tunnels, là, les tunnels de vente dans différents contextes, dans le e-commerce, dans ces choses-là, commencent à vraiment être plus établis, puis commencent à avoir des façons, justement, avec quand tu fais une publicité, par exemple, ben, comment tu fais pour... parce que elle a un coût, ta publicité. Mais dans le fond, dans le tunnel qui est en arrière, ben, tu es capable de structurer ton tunnel en faisant des offres au travers de ça qui amènent de la valeur aux utilisateurs, mais qui sont peut-être plus limité en termes de coût versus ton offre globale vers laquelle tu envoies ta publicité, mais qui fait en sorte qu'il vient amoindrir ton coût de publicité. Mm-hmm. C'est des choses qui ne sont pas répandues, mais qui sont une pratique courante dans différents domaines, le domaine des services un petit peu plus, tout ça, mais qu'on peut amener dans un contexte e-commerce, qu'on peut amener dans... Parce qu'à ce moment-là, plus tu es capable d'amortir tes coûts de publicité, puis plus tu es capable d'en faire, plus tu vas avoir des clients. Fait que c'est des stratégies qui sont payantes là, à implémenter. Bien souvent. Ouais, super. Super. On pourra reparler éventuellement de tunnels de vente plus spécifiquement ou certains éléments. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup de plaisir avec ça, nous autres. Oh yes. Oh, ouais. Clairement. Super. Écoute, merci beaucoup. Le temps file déjà. C'est vrai? À vitesse grand V. Ouais. Juste rapidement en finissant, as-tu des recommandations de livres ou d'outils que tu penses qui pourraient être utiles pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur le UX? Ouais. Ben, tu sais, je pense que sur le UX en tant que tel, je te dirais, j'aime relier ça aux besoins d'affaires. J'aime relier ça vraiment aux chiffres. Fait que moi, j'irais carrément... Si tu veux t'intéresser à quelque chose par rapport à ça, va voir des tunnels de vente, va regarder ce sujet-là. Si tu parles anglais, il y a des gens qui font des publicités, tu dois en voir sur YouTube si tu t'intéresses à ça un peu, mais tu sais, un Russell Brunson qui depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, qui est expert dans les tunnels, mais si tu vas lire, il y a des livres vraiment pas chers, gratuits plus shipping, comme on dit. Mais c'est ça. Où est-ce que tu vas commencer à avoir un petit peu les stratégies, si tu t'intéresses à ça, tu vas commencer à voir les choses récurrentes, les choses que tu peux commencer à appliquer aussi de ton côté, tranquillement, dans ta business ou avec tes clients. Fait que j'irai voir ça. Super. En tout cas, merci beaucoup, Charles. C'est vraiment intéressant. Si les gens veulent faire appel à tes services, comment ils peuvent faire ça? Oui. Ben écoute, je suis sur LinkedIn, donc Charles-Éric BG. Je suis sur Facebook aussi, mais grosso modo, ouais, je pense que LinkedIn, c'est la meilleure place. Sinon, ben, je travaille aussi avec Adux, là, avec Francis. Donc, je suis consultant aussi avec eux autres. Fait que vous pouvez contacter Francis, puis on va regarder comment on peut donner un coup de main. Là. Mettre en lien. Parfait. Ouais. Génial. Ouais. On va mettre tes liens dans la description du show. Ouais. Excellent. Super. Ben, un gros merci pour ton intervention. C'était vraiment intéressant parce que, écoute, c'est des termes qu'on entend souvent, mais ça reste quand même abstrait. C'est très, très, très lié à ce qu'on fait, nous, dans la vie avec la pub. Fait que c'est un beau complément. Puis éventuellement, avec ce que Jason fait aussi, avec ses flows, je vois tellement de parenté entre vous deux. Là, fait que c'est super intéressant. Un gros merci. Ben, ça fait plaisir. Il y a juste une chose que je veux dire avant de partir, c'est que j'ai trouvé ça le fun. Puis, tu sais, je suis convaincu que Francis t'a bien compris. Jason, j'ai l'impression qu'il n'a probablement pas compris tant que ça dans le 5.1.4. Normalement, il aurait fallu peut-être que je rende ça un niveau plus bas un peu. Je suis désolé, Jason. Il a fallu que tu abaisses le niveau de langage. Ouais. Bon. Ouais, c'est ça. La semaine prochaine, on va avoir un autre invité, puis il va être dans le 5.1.4. Bon, ben, ça fait plaisir, messieurs. Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis, bonne conversion à tout le monde. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est bon. Super. Merci. Merci. Bye bye. Bonne journée.